Vous êtes toujours sur la Wake Up Radio, la radio du festival Wake Up Strasbourg, le festival des nouveaux usages. Depuis ce matin, on a parlé d'alimentation, on a parlé de culture, de tour du monde en 80 jours sans un centime, mais on n'a pas encore parlé de travail. Effectivement, le week-end, sauf pour les moins chanceux, on ne travaille pas, mais le travail, on y passe quand même 12% de sa vie, 12% qui sont formidables et bien vécus par certains et moins bien par d'autres. On s'est intéressé à un chef d'entreprise pour qui le bien-être au travail est une valeur primordiale. On écoute l'interview de Philippe Studer, le directeur associé de l'Institut d'enquête ED Institut. Alors on passe en moyenne 12% de sa vie au travail. Pour beaucoup, le travail est synonyme de stress et de souffrance au quotidien. Selon une étude parue l'année dernière, un salarié français sur 5, c'est quand même 3 millions de personnes, serait même au bord du burn-out. Pourtant, la souffrance au travail n'est pas une fatalité. À Strasbourg, l'Institut d'enquête marketing ED Institut, sous la houlette de son directeur Philippe Studer, a mis en œuvre des actions pour favoriser l'épanouissement personnel de ses collaborateurs. Et visiblement, ça marche. Philippe Studer, bonjour. Bonjour. Alors Philippe Studer, comment vous y prenez-vous pour que vos salariés soient heureux au travail ? Effectivement, le stress au travail, c'est pas une fatalité. La problématique, c'est qu'il faut retourner l'équation. C'est-à-dire, le problème, c'est quand on est stressé, qu'on a la tête dans le guidon, on a tendance à prendre encore moins de temps. Et c'est là où, justement, il faudrait prendre le temps de la respiration. Mais dans l'entreprise, d'un point de vue éducatif, c'est pas non plus très souvent bien vu. On considère comme un temps perdu. Mais non, au contraire, c'est un temps d'investissement. Quand le salarié peut se ressourcer, il va se sentir mieux, il va se sentir bien et il va forcément se réengager davantage au travail. Donc cette équation, elle paraît évidente et simple, mais malheureusement, elle n'est pas souvent mise en œuvre dans les entreprises. Donc, plus de temps de loisirs, c'est une meilleure qualité de travail, c'est ça l'équation pour vous ? Oui, et plus de temps de loisirs, et même nous, on offre ici dans l'entreprise, sur le temps de travail, enfin nous, on ne parle plus de temps de travail parce que chez nous, ça n'existe pas. En revanche, dans l'entreprise, le salarié peut faire du yoga, il peut se faire masser, il peut faire une micro-sieste, il peut prendre le temps qu'il veut, s'il le ressent et s'il en a besoin. Pour se ressourcer, il fera ce qu'il a envie et ce qu'il ressent. Alors cette vision du management heureux, je dirais, vous l'avez mise en place suite à une expérience personnelle assez forte. Vous avez réalisé votre deuxième rêve. Le premier, c'était de créer une entreprise, ça vous l'avez fait assez tôt au sortir de vos études. Et le deuxième, c'était de partir en voyage autour du monde, un rêve que vous avez réalisé il y a quelques années. Alors c'est vrai que ça a été le déclic pour moi, parce qu'avant j'étais plutôt un dirigeant entre guillemets paternaliste, un peu descendant. Aujourd'hui, je me considère plus du tout comme un dirigeant de toute façon. Je suis plus un porteur d'eau. Donc, je suis là quand les équipes ont besoin de moi pour faire ce qu'il faut faire et ce qu'ils me disent de faire. Donc, c'est vrai que j'ai renversé un peu les choses. Et la prise de conscience, c'était effectivement au retour de ce tour du monde. Nous sommes allés en famille à la rencontre des premiers habitants de chaque pays, donc les peuples racines ou les peuples premiers, comme on les appelle. Et c'est vrai que j'étais assez subjugué par leur façon de faire. Et eux, ils ont une règle très simple. C'est que c'est l'humain qui prime sur l'économique. Donc ça veut dire que d'abord ils vont penser à l'humain avant de réaliser l'économique. Et on a un peu appliqué ça ici chez nous, donc on a un peu tout renversé. Et on s'est beaucoup inspiré de ces peuples racines pour prendre les décisions collectivement, pour se prendre des temps de respiration. La notion du temps chez eux, c'est un concept qui est complètement différent. Voilà. Et pour moi, ça a été un vrai changement et un vrai déclic. Alors vous le disiez, vous avez réussi à le mettre en place chez ED Institut, mais quand on parle d'ED Institut, on est sur une structure qui est assez petite en termes de salariés. Est-ce que vous pensez que ce modèle serait transposable dans des structures plus grandes ? C'est une question que j'aime bien parce qu'on me la pose dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a des grandes entreprises qui me disent « Ah, mais chez vous, c'est possible parce que vous êtes petit ». Et inversement, des petites entreprises me disent « Ah, mais moi, je suis trop petit, je ne peux pas mettre en œuvre ». Je ne pense pas du tout que ça soit une question de taille. Et on voit un exemple au niveau national, et si je peux le nommer parce qu'il est assez extraordinaire, c'est la Maïf, qui est quand même un gros mastodonte et qui met des choses en place assez extraordinaires pour le bien-être de ses salariés. C'est un petit peu dans l'ADN, cela dit, de la Maïf qui s'annonçait sur Heure Militant, donc peut-être que c'est... Il y a des valeurs, mais de toute façon, quand on fait ça, il faut avoir des valeurs à la base. Si on n'a pas de valeurs de solidarité, d'humanité, je pense que de toute façon, on ne le fera pas. Donc c'est ce que je vous disais avant, on va placer l'humain avant l'économique. Et ça fonctionne. Après, on se rend compte que l'engagement est décuplé. Et donc, c'est pas de l'utopie, c'est pas du philanthropisme, mais c'est quelque chose qui est bien réaliste
Et pour assurer la pérennité de l'entreprise demain, je pense que c'est même essentiel. Je pense, moi personnellement, mais ça c'est ma conviction, que c'est l'innovation sociale qui va primer sur l'innovation produit ou technique. Et la nouvelle génération, les plus jeunes aujourd'hui, ont des attentes complètement différentes, et notamment des attentes sur le sens. Donc il faut que la nouvelle entreprise demain apporte des choses dans ce registre-là. Ça implique quand même un renversement des valeurs chez les managers qui doivent se poser en partenaire. Il n'y a plus de notion de chef dans ce que vous disiez. Alors là, c'est vrai que l'ego en prend un coup. C'est une grande claque pour l'ego. Ça, c'est clair. Puisqu'on apprend, on décide ensemble, donc il n'y a plus réellement de meneur. Après, ça ne veut pas dire que la vision n'est pas incarnée par quelqu'un qui pousse. Mais c'est vrai qu'on se met en retrait, quoi, et c'est le collectif qui prime sur l'individu. Il me semble que vous enseignez aussi, vous donnez des cours dans des écoles de commerce. Je ne sais pas si c'est encore vous êtes bien renseigné, oui. J'interviens effectivement à l'EM Strasbourg, et j'essaie aussi moi à mon niveau dans mes cours d'introduire un peu ces notions-là et de sensibiliser les entreprises. Malheureusement, ce genre de cours ou de cursus n'est pas encore très intégré. Je crois qu'il y a une chaire quelque part là qui est en train de voir le jour, mais c'est pas encore très intégré dans les écoles. Je pense que les écoles de commerce sont encore un peu trop sur le processus et sur le process, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec vous là-dessus, mais j'imagine que la jeune génération d'étudiants que vous côtoyez est prête à aller vers ce mode de management-là, mais malheureusement, c'est pas souvent celui qu'elle voit quand elle est en stage, en première, deuxième ou troisième année de son cursus. Tout à fait, vous avez raison, d'où une inadéquation et parfois des déceptions. Et on parle un peu de la génération zapping, ils veulent vraiment chercher du sens, ils ont d'autres valeurs et d'autres attentes. Donc il faut que l'entreprise y réponde. Et c'est à nous, chefs d'entreprise, de s'adapter. Et j'entends souvent l'inverse. Moi je pense que c'est plutôt à nous de s'adapter à l'évolution de la société, quoi. Est-ce que vous vous considérez comme un précurseur ? Non, parce que je pense que ça serait un peu trop prétentieux. Les médias parlent d'entreprises libérées, donc on nous qualifie souvent d'entreprises libérées. J'aime pas tellement ce terme, je préférais parler d'entreprises humaines. Après, libérer peut-être oui de certains carcans, notamment aussi éducatifs, parce que quand on a mis en place cette salle zen où nous faisons actuellement l'entretien, au début, pour l'équipe, c'était presque un peu compliqué d'aller en salle zen, de se dire je prends sur mon temps de travail et je vais faire une micro-sieste. Vis-à-vis des autres, il y avait un peu de la culpabilisation. Aujourd'hui, c'est une salle qui vit à part entière, comme les bureaux. Il n'y a pas de différenciation entre un bureau et la salle zen. On en a tout autant besoin. On a besoin de la salle zen, on a besoin du bureau, on a besoin des deux, mais il faut que les deux cohabitent pour renforcer l'engagement. Vous avez mis en œuvre un concept que vous appelez les micro-rêves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Les micro-rêves, l'idée, c'était de se dire, vous disiez avant, on passe beaucoup de temps au travail. Aujourd'hui, c'est vrai que la sphère travail et privé, avec les réseaux sociaux, etc., commence un peu à tomber. Donc l'idée, c'était de dire, on va décloisonner tout ça. On y va sans préjugés. Et donc le micro-rêve, c'est vous avez un petit rêve, vous n'avez jamais pris le temps de le faire, parce que c'est pas j'ai pas le temps, c'est vous n'avez pas pris le temps de le faire. Comment l'entreprise peut aider l'équipier ou le coéquipier à réaliser son petit rêve ? Alors, c'est vrai que notre premier micro-rêve, il est intéressant parce que c'est Élise qui est sur notre bureau à Dijon et qui n'avait plus le temps de jouer du piano. Par la force des choses, avec les enfants, appartements, etc. Aujourd'hui, elle fait 1 heure de piano entre midi et 2 et ça lui permet de se relaxer, de refaire du piano. Après, ça peut être Romain qui souhaite aller à la salle des ventes à Drouot, à Paris, parce qu'il est amoureux des petits bibelots. Il se prend une journée de salon et il rallonge une journée à la salle des ventes à Drouot, et on lui permet d'y aller. Donc c'est vraiment des petites choses, mais ça permet de décloisonner et ça permet de mieux se connaître aussi, donc de renforcer forcément c'est l'occasion pour chacun de dire de quoi il rêve finalement au bureau, alors que quelquefois on n'oserait pas en parler, on n'oserait pas en parler. Exactement, on n'oserait pas en parler, donc partager des petits rêves, c'est une matière qui est positive. Donc ça fait du bien. Il y a un chef d'entreprise là, de la région de 300 personnes qui m'a dit tiens, j'aimerais bien mettre en place. On était ensemble en réunion avec sa directrice marketing et sa directrice des RH et il a découvert les 2 micro-rêves de ces 2 responsables alors qu'ils étaient là depuis 15 ans dans l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc ça permet rapidement de mieux se connaître et quand on se connaît mieux, en général on travaille mieux ensemble et on est plus efficace.
J'imagine que quand vous avez adopté cette démarche, vous avez dû faire un travail de pédagogie aussi auprès de vos clients. S'il y a des clients qui viennent vous voir ici, doivent se demander peut-être pourquoi il y a une salle zen, pourquoi il y a un certain nombre d'actions de ce type qui sont mises en place. Comment vous leur avez expliqué ce concept? Bon, on l'a pas trop préparé. Après, on voulait un peu les surprendre aussi volontairement. Il y en a et on choisit aussi quelque part ses clients. Donc c'est vrai qu'un client qui ne tolérerait pas ça, on aimerait, je pense, pas travailler avec cette personne-là. Donc j'ai même des clients aujourd'hui, encore un ce matin, qui m'a appelé et qui voulait aussi introduire le massage. Enfin voilà, donc c'est plutôt quelque chose de positif. On fait aussi, souvent les gens nous envient, quoi. Donc voilà, donc c'est plutôt aussi une matière positive à partager avec les clients. Et sincèrement, on n'a pas eu, on n'a pas eu de soucis particuliers. Et en tout cas, pas de remarques négatives. Vous le disiez, du coup, ce sont aussi des actions que vous essayez de développer, de porter de manière plus large, en dehors aussi de des instituts, dans des cadres peut-être plus institutionnels. Alors c'est un peu l'idée qu'on a. C'est vrai que l'idée, c'est un peu d'inspirer peut-être d'autres entreprises, hein, même ça peut être d'autres confrères. Donc on intervient aussi, parce que maintenant on est un peu reconnu au niveau national, donc on intervient souvent dans des conférences, dans des reportages, etc. Et l'idée, c'est bien sûr d'inspirer qu'il y ait plus d'entreprises qui pratiquent le bien-être au travail, en sachant que ça apporte aussi de la performance. Donc voilà, l'idée aussi, c'est que nos entreprises françaises, elles soient performantes d'un point de vue économique, mais si on peut aller au-delà de la création de richesse et créer du plaisir au travail, c'est gagné. Alors Philippe Studer, dernière question, est-ce que vous êtes un patron heureux maintenant? Moi, je suis un patron plus qu'heureux, parce que de voir après des ambiances comme ça, après, voilà, tout n'est pas non plus rose tous les jours, etc. Mais de voir quand même le travail qu'on a fait, c'est un travail de longue haleine qui n'est jamais terminé. C'est vrai que moi, ça me rend heureux et ça me stimule et ça me rebooste pour mes 50 prochaines années, quoi. Merci Philippe Studer. Merci à vous.